Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sophie Harwood était assise près de la fenêtre du grenier, les genoux ramenés contre sa poitrine, tandis que les derniers rayons de soleil caressaient son visage pâle. Le vieux verre déformait le monde extérieur, mais la vérité n'avait jamais été aussi claire. Elle n'était pas une invitée dans le manoir de sa tante et de son oncle. Elle n'était même pas de la famille. Elle était une dette, un fardeau gênant attendant d'être vendu comme un meuble dont on ne veut plus. Cela faisait 7 mois que ses parents étaient morts dans un violent accident de voiture un vendredi après-midi pluvieux. La nouvelle était arrivée avec un coup à la porte et 2 officiers de police solennels qui évitaient son regard. Sophie, seulement âgée de 19 ans, s'était effondrée sur le sol, serrant la dernière photo de sa mère et de son père souriant, comme si cela pouvait les ramener. Son monde s'était écroulé en un seul battement de cœur. Elle fut envoyée vivre chez la sœur de sa mère, Clara Harwood, et son riche mari, Edward. En surface, le domaine Langley dans le Connecticut était magnifique. Des lustres dorés, des sols de marbre impeccables, des domestiques se déplaçant comme des fantômes. Mais la chaleur était feinte, tout comme les sourires. Dès son arrivée, Sophie fut traitée comme un cas de charité. « Elle n'a pas sa place ici », murmura Clara un soir, pensant que Sophie ne pouvait pas l'entendre. « Elle mange comme un oiseau et occupe une pièce entière. »« Tu sais ce qu'on pourrait faire de cet espace ?» répondit Edward en sirotant son brandy. Sophie apprit rapidement à être silencieuse, invisible. Un fantôme dans un manoir plein de vie dont elle ne ferait jamais partie. Mais rien n'aurait pu la préparer à la nuit où elle fut convoquée dans le bureau. Edward était assis derrière son imposant bureau en chêne, les doigts croisés, le visage impassible. Clara se tenait à ses côtés, les lèvres peintes d'une teinte trop sombre pour son visage, comme une tache indélébile. « Nous avons pris une décision, Sophie, » dit Clara en ajustant ses perles. « Il est temps que tu gagnes ta place ici. » L'estomac de Sophie se noua. « Que voulez-vous dire ? Tu vas te marier » annonça Edward, tournant une page dans un dossier qu'il n'avait pas pris la peine de cacher. Sophie les fixa, figée. « Mariée à qui ? À quelqu'un qui valorise la tradition, quelqu'un qui comprend la responsabilité, Victor Langley, dit Clara avec un sourire froid. Le nom frappa Sophie comme une pierre dans la poitrine. Elle l'avait entendu murmurer dans les cercles mondains, un milliardaire, reclus, presque cinquantenaire, impitoyable en affaires. Les rumeurs l'entouraient comme de la fumée, un mariage raté, pas d'enfant, un cœur aussi froid que la fortune qu'il avait bâtie. La respiration de Sophie s'accéléra. « Je ne le connais même pas. J'ai seulement 19 ans. Je ne veux pas me marier. » L'expression de Clara se durcit. « Ce n'est pas une question de ce que tu veux, Sophie. Ton oncle et moi avons des dettes. Considère cela comme ta contribution à la famille. »« Vous me vendez, » dit Sophie, les mots amers sur sa langue. Edward ne tressaillit pas. « On t'offre une vie dont la plupart des filles dans ta situation rêveraient. Tu ne manqueras de rien. »« Sécurité, luxe, malheur, » interrompit Sophie, se levant. Sa voix tremblait mais restait ferme. « Vous me vendez à un homme plus âgé que mon père quand il est mort. » Edward se leva lentement, s'approchant d'elle avec la menace calme d'un homme habitué à être obéi. « Tu épouseras Victor Langley dans 2 semaines. Il y aura une cérémonie. Les papiers sont prêts. Tout ce que tu as à faire, c'est dire je le veux. » Les mains de Sophie se serrèrent en poing. « Je ne le ferai pas, tu le feras. » dit Clara froidement, « ou nous t'enverrons dans un foyer de groupe. Pas d'université, pas d'avenir, pas de protection. Tes parents sont partis, Sophie. C'est tout ce que tu as. » Les mots coupèrent plus profondément qu'ils ne l'avaient prévu. Sophie ravala la vague montante de colère et d'humiliation. Des larmes brûlaient derrière ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler devant eux. « Je partirai. Je m'enfuirai, » dit-elle, la voix basse mais ferme. « Et où iras-tu » demanda Edward. « Tu n'as rien. Tu n'es rien sans nous. » Cette nuit-là, Sophie ne dormit pas. Elle resta allongée dans l'obscurité, fixant le plafond, comme s'il pouvait offrir des réponses. Son esprit s'emballait, son cœur battait la chamade de panique. Pouvait-elle s'échapper ? Y avait-il quelqu'un vers qui se tourner ? Mais la vérité était cruelle. Elle n'avait personne. Ses parents étaient enfants uniques. Ses amis s'étaient éloignés après les funérailles, mal à l'aise face à un chagrin qu'ils ne pouvaient pas réparer. Ainsi, 2 semaines plus tard, dans une robe qui ne lui semblait pas être la sienne, portant des chaussures qui lui pinçaient les orteils et un voile qui rendait la respiration difficile, Sophie remonta une allée bordée de roses qu'elle n'avait pas choisie. La cérémonie était privée, élégante, et totalement creuse. Pas d'amis, pas de rire, seulement le silence et le poids d'un contrat signé de mains tremblantes. Victor Langley se tenait à l'autel comme une statue, grand, posé, des mèches argentées dans ses cheveux noirs, le visage indéchiffrable. Il ne sourit pas en la voyant.
Il ne fronça pas non plus les sourcils. Il observa simplement, ses yeux froids et calculateurs, comme s'il évaluait une acquisition commerciale. Les jambes de Sophie semblaient prêtes à céder. Sa voix n'était qu'un murmure lorsqu'elle dit « Je le veux ». L'anneau à son doigt était lourd. Le baiser fut poli, bref, et sec. Et juste comme ça, elle n'était plus Sophie Harwood. Elle était Madame Sophie Langlais. Plus tard cette nuit-là, alors que la limousine roulait vers le domaine auquel elle appartenait désormais légalement, Sophie gardait son regard fixé sur la fenêtre sombre. Les lumières de la ville se brouillaient en lignes d'or et de chagrin. Son nouvel époux était assis à côté d'elle, silencieux, dégageant une puissance comme une tempête prête à éclater. Elle ne savait pas ce qui l'attendait derrière les immenses portes du manoir Langley. Elle ne savait pas s'il la toucherait, s'il la posséderait, si elle se sentirait à nouveau humaine. Mais une chose était certaine, elle venait d'entrer dans une cage qui brillait comme un palais, et chaque respiration qu'elle prenait semblait être un compte à rebours. Vers quoi, elle ne savait pas, mais la nuit ne faisait que commencer. Le manoir Langley se dressait comme une forteresse contre le ciel sombre, ses fenêtres faiblement éclairées, comme si le bâtiment lui-même observait. Sophie se tenait dans le grand hall, ses doigts serrés autour du bouquet dont elle ne se souvenait plus de tenir. Son cœur battait fort dans sa poitrine, non pas de joie, mais de quelque chose de plus froid, proche de l'effroi. Le mariage s'était terminé il y a quelques heures, et maintenant elle était là, une femme mariée, à peine 19 ans, liée à un homme qu'elle ne connaissait pas, en qui elle n'avait pas confiance et qu'elle ne pouvait pas lire, Victor Langley. Il lui avait à peine parlé pendant la cérémonie ou le trajet jusqu'au domaine. Il n'offrait que des hochements de tête polis et des regards perçants, sa voix calme, distante, presque mécanique. Pourtant, il y avait quelque chose derrière son silence, quelque chose d'indéchiffrable dans ses yeux gris foncés, pouvoir, tristesse, ou pire, indifférence. Les talons de Sophie résonnaient alors qu'une domestique vêtue de gris la guidait à travers le couloir. La femme ne souriait pas, ne parlait pas. Elle se contenta de faire un geste vers une double porte au bout du couloir. « Votre chambre, madame » dit-elle avant de disparaître aussi vite qu'elle était apparue. Sophie hésita. « Sa chambre ? Pas notre chambre. » Avant qu'elle ne puisse trop réfléchir, la porte derrière elle grinça. Elle se retourna brusquement. Victor se tenait là, sans veste, les manches retroussées, le col desserré, comme s'il avait déjà abandonné la formalité de la journée. Il n'avait pas l'air menaçant, mais sa présence emplissait le couloir comme un front de tempête. Le pouls de Sophie s'accéléra. Chaque conte d'enfance, chaque avertissement murmuré, chaque peur qui avait hanté son esprit depuis les fiançailles la frappait comme une vague. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle faisait un pas en arrière, heurtant doucement le cadre de la porte. Il le remarqua et s'arrêta. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal » dit Victor simplement. Sa voix n'était pas froide. Elle était calme, profonde, avec une pointe de retenue. Sophie ne dit rien. Il l'observa un moment avant de faire un geste vers la porte. « C'est votre espace. Vous êtes libre de la verrouiller si vous le souhaitez. » Sa respiration s'arrêta. Son ton n'était ni exigeant, ni cruel, mais l'offre la prit au dépourvu. Elle ouvrit la porte lentement. La pièce à l'intérieur était immense, doucement éclairée par des appliques dorées. Le lit, king size et intact, trônait au centre sous un baldaquin de velours. Un petit feu crépitait dans l'âtre, l'air sentait légèrement la lavande. Sophie entra, ses mouvements incertains. Elle se retourna pour voir Victor toujours debout dans l'embrasure, sa main appuyée contre le cadre, ses yeux ne la quittant jamais. « Je n'entrerai pas sauf si vous m'y invitez » dit-il calmement. « Cette maison est autant la vôtre que la mienne. Mais votre corps, votre espace, seront toujours à vous. » La gorge de Sophie se serra. Elle s'attendait à du contrôle, de la domination, des exigences masquées sous des droits conjugaux. Au lieu de cela, elle reçut autre chose. Du respect ? Non, ce devait être une ruse, un masque avant la révélation. Victor recula. « Il y a une cloche près de votre table de nuit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, eau, nourriture, aide, sonnez. » Elle ne répondit pas, se contentant d'un léger hochement de tête. Il inclina légèrement la tête, puis se détourna, ses pas silencieux alors qu'il s'éloignait. Mais avant de disparaître dans le couloir, il jeta un dernier regard en arrière. « Vous êtes ma femme, Sophie, dit-il, mais je ne vous toucherai jamais sauf si vous le souhaitez. » Puis il disparut dans l'ombre. Sophie resta figée, les mots persistant dans le silence comme un parfum. Elle ne savait pas si elle devait leur faire confiance, ni à lui. Elle s'assit sur le bord du lit, toujours dans sa robe de mariée, incapable de se changer. Ses doigts glissèrent lentement vers le fermoir de son bracelet, un cadeau de Clara, qu'il avait qualifié de symbole du devoir. Sophie le défit et le posa délicatement sur la table, comme si elle se débarrassait d'une entrave. Le silence de la pièce pesait lourd. Ses yeux errèrent vers la porte. Elle était encore légèrement entr'ouverte. Il ne l'avait pas fermée derrière lui. Elle s'approcha et la poussa pour la fermer, puis la verrouilla,
non par peur, mais parce que c'était la seule décision qui lui appartenait encore. La nuit s'étira. Sophie ne dormit pas. Elle resta éveillée, écoutant les bruits de pas, attendant le grincement d'une porte, le mouvement des ombres, mais rien ne vint, seulement le bourdonnement régulier du vent dehors et le doux crépitement du bois de chauffage. À un moment, elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Le vaste jardin dehors était baigné de clair de lune. Au loin, la fontaine bouillonnait doucement, son bruit atteignant à peine ses oreilles. Elle s'enlaça. Elle ne pleura pas. Pas encore, mais quelque chose changeait. Elle ne savait pas quoi. La maison semblait différente de ce qu'elle attendait, pas plus chaude, pas plus sûre, mais plus calme, moins hostile. Et l'homme qu'elle imaginait la forcer était, au contraire, en train de dormir ailleurs, seul. Pourquoi? La question résonnait plus fort que la peur. Elle retourna se coucher, glissant cette fois sous les couvertures. Elle fixa le plafond, le feu projetant des ombres douces et vacillantes sur les moulures ornées, puis un coup, doux, 2 petits coups, délicats. Elle se tendit. Sophie, sa voix était basse, étouffée à travers la porte. Je voulais juste vous souhaiter bonne nuit. Elle ne répondit pas. Il attendit un instant. Puis des pas s'éloignèrent. Le silence revint. Mais cette fois, il ne semblait pas vide. Il était plein de quelque chose de nouveau, pas la sécurité, pas encore, mais, être le début de quelque chose qu'elle n'avait pas du tout anticipé. Sophie se réveilla avec le poids du silence pesant sur sa poitrine. Ce n'était pas le silence du danger ou de l'effroi, mais de l'incertitude, celui qui vous suit dans vos rêves et s'attarde dans les recoins de vos pensées lorsque vous ouvrez les yeux. Le feu s'était éteint, et l'odeur de lavande persistait, s'accrochant faiblement au drap comme un souvenir qui ne lui appartenait pas. Le premier matin en tant que Madame Langlais, elle resta immobile, essayant de se souvenir si tout cela s'était vraiment passé, le mariage, le long trajet, la porte verrouillée, la voix de Victor, calme et prudente, résonnant à travers le bois. Vous êtes ma femme, mais je ne vous toucherai jamais sauf si vous le souhaitez. Cela semblait trop humain, trop différent de tout ce qu'elle attendait. Toujours vêtue de la chemise de nuit en soie qu'une domestique avait disposée sur un tabouret de velours, Sophie se leva, se lava le visage et brossa ses cheveux en silence. Elle évita son reflet dans le miroir. De toute façon, elle ne reconnaissait pas la fille qui la regardait. Un coup à la porte la fit sursauter. Le petit déjeuner est servi, madame, dit une voix doucement. Sophie hésita avant de répondre. Je descends dans un instant. La salle à manger était immense. Des murs en chêne sombre, des peintures à l'huile de Langly au visage sévère, et un lustre qui scintillait comme s'il connaissait des secrets. Mais ce n'était pas la pièce qui la surprit. C'était l'homme assis à l'extrémité de la longue table en acajou. Victor, vêtu d'un pull gris anthracite et d'un pantalon noir, pas de costume, pas de cravate. Ses cheveux striés d'argent étaient encore légèrement humides, comme s'il sortait de la douche. Un journal était plié soigneusement à côté de son assiette, intact. L'odeur du café frais et des œufs emplissait la pièce, mais il ne mangeait pas. Il l'attendait. Sophie entra lentement. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose dans ses yeux vacilla, pas de chaleur, pas de désir, mais quelque chose de plus doux, quelque chose d'humain. « Bonjour », dit-il, se levant légèrement de son siège. Ce n'était pas l'acte d'un maître saluant un serviteur. C'était un homme reconnaissant la présence de quelqu'un qu'il respectait. Sophie hocha la tête, sa voix douce. « Bonjour ». Il fit un geste vers la chaise à sa droite, pas à l'autre bout de la table, pas loin de lui, mais à côté. Elle s'assit. Le majordome apparut silencieusement et versa du jus d'orange dans son verre. Les doigts de Sophie tremblaient légèrement en le prenant. « J'espère que vous avez bien dormi », dit Victor, coupant un morceau de toast sans le porter à sa bouche. « Oui. Merci. » Elle se surprit à répondre. Ils mangèrent principalement en silence, mais ce n'était pas inconfortable, pas comme elle l'avait craint. C'était spacieux, comme s'il lui donnait de l'espace pour respirer, pour exister. Après le petit déjeuner, Sophie se leva, incertaine de ce qu'elle devait faire ensuite. Elle se prépara à recevoir des instructions, des règles, des attentes, être un emploi du temps à suivre. Mais au lieu de cela, Victor se leva aussi et marcha avec elle jusqu'au couloir. « Je serai au bureau presque toute la journée, » dit-il. « N'hésitez pas à explorer la maison. Il y a une bibliothèque, des jardins, une salle de musique si vous jouez. » Elle cligna des yeux. « Vous ne voulez pas que je fasse quelque chose ?» Il inclina légèrement la tête. « Vous n'êtes pas ici pour servir, Sophie, vous êtes ici pour vivre. » Cela la stupéfia plus que tout ce qu'il aurait pu dire. Plus tard cet après-midi-là, elle entra dans la bibliothèque. C'était une grande pièce calme avec une cheminée, des étagères en bois sombre remplies de centaines de livres. Des classiques, des biographies, de la poésie, et même quelques romans usés au dos craquelé. Elle choisit Léo de Hurlevent, un exemplaire plus vieux qu'elle de plusieurs décennies, et se pelotonna dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre.
Pour la première fois depuis des jours, peut-être des semaines, elle sentit son esprit commencer à respirer à nouveau. Les heures passèrent. Un léger coup interrompit sa lecture. Sophie leva les yeux, surprise. Victor se tenait dans l'embrasure, tenant deux tasses. Puis-je entrer? Elle hocha lentement la tête. Il entra et lui tendit une tasse. Camomille. Vous sembliez absorbé. Je ne voulais pas vous effrayer. Sophie accepta la tasse, encore chaude. Merci. Il s'assit en face d'elle, ni trop près, ni trop loin. Le feu crépitait entre eux, une distance confortable, un silence réfléchi. Je ne vous prenais pas pour une fille à Brontë, dit-il, jetant un coup d'œil au livre. Et moi, je ne vous prenais pas pour quelqu'un qui lit dans les feuilles de thé, répondit-elle, puis elle se figea. Était-ce impoli? Mais Victor rit, un rire bas, chaleureux, surprenant. Cela la désarma complètement. Sophie baissa les yeux, sirotant son thé. La chaleur de la tasse apaisait ses doigts. L'arôme détendait ses épaules. Pendant un instant, elle n'était pas la fille qui avait été vendue. Elle était simplement elle-même. Vous êtes différent de ce que j'imaginais, murmura-t-elle. L'expression de Victor ne changea pas, mais ses yeux s'adoucirent. Ça fait deux. Elle leva les yeux. Vous ne semblez pas être un homme qui a besoin d'une épouse, surtout pas une choisie par quelqu'un d'autre. Il fixa le feu pendant un long moment. Il y a des choses dans mon passé dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais la solitude est plus silencieuse qu'on ne le pense, et plus froide. Sophie ne dit rien. Il continua. Je n'ai pas accepté cet arrangement à la légère. Je voulais dire non. Mais quand j'ai vu votre photo, puis quand je vous ai rencontré, il y avait quelque chose dans vos yeux, quelque chose d'honnête. Je savais que vous n'apparteniez à rien de tout cela, ni à l'accord, ni au mensonge. Son cœur se serra. Alors pourquoi avoir dit oui? Murmura-t-elle. Il prit une inspiration lente, les yeux toujours fixés sur les flammes. Parce que je pensais pouvoir vous protéger d'eux, des gens qui vous ont vendu comme un objet. Je ne voulais pas être un monstre de plus. Les lèvres de Sophie s'entr'ouvrirent, stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Elle ne s'attendait à rien de tout cela. Le silence entre eux s'étira à nouveau, mais cette fois, il était chargé de sens, de quelque chose d'inexprimé. Il se leva, laissant sa tasse sur la table. « Je vous laisse lire », dit-il doucement. « Le dîner est à 7 heures si vous souhaitez vous joindre à nous. » Et juste comme ça, il était parti. Sophie resta assise, le livre oublié sur ses genoux. Elle ne savait plus quoi penser. Victor Langlais était censé être un homme de pouvoir, de distance, de contrôle. Au lieu de cela, il lui montrait quelque chose de dangereux. La gentillesse, celle qui se glisse à travers les défenses quand on s'y attend le moins, celle qui vous fait oublier que vous êtes censé avoir peur. Et à ce moment-là, assise seule, le thé refroidissant dans ses mains, Sophie ne savait pas si c'était un réconfort ou la chose la plus dangereuse qui soit. Cela commença par les plus petites choses. Une couverture pliée laissée sur le fauteuil où Sophie se pelotonnait toujours pour lire, le genre de geste qui ne s'annonce pas, qui ne demande pas de gratitude, mais persiste doucement comme un souffle dans une pièce silencieuse. Les matins passaient dans un rythme que Sophie n'avait pas anticipé. Elle se réveillait tôt, trouvait le soleil filtrant à travers les hautes fenêtres de sa chambre, et ressentait, pendant une seconde, qu'elle n'était ni piégée, ni possédée, mais vue. Victor ne s'immisçait jamais dans son espace. Il ne frappait jamais tard le soir. Il ne poussait jamais. Et pourtant, il était là, dans les gestes, dans le silence, dans l'attention. Un après-midi, alors que Sophie entrait dans le jardin par l'aile ouest, elle s'arrêta. Une petite table avait été dressée près de la fontaine, juste pour elle, une seule chaise, un verre de limonade avec des feuilles de menthe, et une assiette de ses biscuits préférés, gingembre et miel, ceux que sa mère faisait cuire quand elle était enfant. Elle n'avait dit à personne qu'elle les aimait, pas ici, mais quelqu'un s'en était souvenu. Victor. Elle s'assit lentement, la chaise en métal frais se réchauffant sous la douce lumière du soleil. Autour d'elle, les fleurs s'épanouissaient en parfaite symétrie, roses, lisses, et lyres grimpants qui s'entrelaçaient comme de la poésie contre les murs de pierre. L'odeur du jasmin flottait dans la brise. Pour la première fois depuis son arrivée, Sophie ne se sentait pas comme un fantôme hantant la vie de quelqu'un d'autre. Elle se sentait présente, entière, pas guérie, mais respirante à nouveau. Ce soir-là, elle passa par la bibliothèque et remarqua quelque chose d'étrange. Un livre, Les 4 filles du docteur March, avait été déplacé au centre de la table de lecture, son exemplaire, celui qu'elle avait apporté de la maison de son enfance et qu'elle n'avait pas touché depuis des semaines. Il était posé à côté d'une tasse de camomille, encore légèrement chaude. Ses yeux dérivèrent vers le couloir. Était-il en train de regarder? Attendait-il qu'elle remarque? Au dîner, Sophie trouva enfin le courage de parler. « Vous vous êtes souvenu des biscuits au gingembre » dit-elle doucement, sans le regarder directement. Victor,
assis à l'autre bout de la table intime, leva les yeux. Son expression était indéchiffrable, mais sa voix chaleureuse. « Bien sûr. Vous en avez parlé une fois, en passant. Vous parliez de votre mère. Ces pâtisseries vous calmaient après des cauchemars. » Sophie cligna des yeux. Le souvenir refit surface. Oui. Elle lui avait raconté cela la nuit du mariage, quand elle était trop effrayée pour dormir, trop tendue pour pleurer. Elle divaguait, essayant de se distraire. Elle ne pensait pas qu'il écoutait. Mais il l'avait fait. « Je ne pensais pas que vous faisiez attention, murmura-t-elle. « Je fais toujours attention, répondit-il, levant son verre de vin. Son regard croisa le sien une seconde de trop. La respiration de Sophie s'arrêta, mais elle ne détourna pas les yeux. Plus tard cette nuit-là, elle s'attarda dans le couloir devant la bibliothèque. La porte était entr'ouverte, une lumière dorée se répandant dans le corridor. Elle jeta un coup d'œil et le vit, pas en train de lire, pas en train de travailler, juste assis près du feu, tournant quelque chose dans ses mains. C'était une boîte à musique, la sienne, celle qu'elle gardait cachée au fond de son placard. Elle entra. « Où avez-vous trouvé ça ?» Victor leva les yeux, surpris. Il posa délicatement la boîte à musique sur la table. « Votre domestique l'a fait tomber en rangeant vos affaires. Elle était cassée. » Sophie s'approcha, le cœur battant plus vite. Elle ne jouait plus depuis des années. Il tourna une petite clé en laiton, et la mélodie s'épanouit, douce, chantante, familière, la berceuse que son père fredonnait. Les larmes piquèrent ses yeux. « Je ne l'ai pas réparée, » dit Victor rapidement. « J'ai juste trouvé quelqu'un qui pouvait le faire. Je ne voulais pas envahir votre espace. » Sophie s'assit à côté de lui, le feu chaud contre sa peau, la mélodie l'enveloppant comme un souvenir. « Je pensais avoir oublié cette chanson, » murmura-t-elle. Victor ne la toucha pas, ne parla pas. Il resta simplement assis avec elle tandis que la musique jouait, laissant le silence faire ce que les mots ne pouvaient pas. Après un moment, Sophie le regarda. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» Sa réponse fut lente, délibérée. « Parce que je sais ce que c'est de vivre dans une maison pleine de gens et de se sentir complètement seule. » Sophie détourna les yeux, repoussant la brûlure dans ses yeux. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, la musique résonnant encore faiblement dans sa mémoire, elle fixa le plafond et se demanda quelque chose qu'elle n'avait jamais osé avant. La gentillesse pouvait-elle être réelle, même ici? Le lendemain, elle se surprit à l'attendre au dîner, non par obligation, mais parce qu'elle voulait le voir. Elle voulait poser des questions, écouter, comprendre l'homme qui, au lieu de prendre ce qui lui avait été offert comme une transaction, avait choisi de l'avoir. Ce soir-là, elle entra tôt dans la salle à manger. La pièce était vide, les bougies éteintes. Elle traversa l'espace et plaça une serviette pliée à côté de son assiette. À l'intérieur, une note, juste 2 mots. « Merci. » Elle s'éclipsa avant qu'il n'arrive. Mais plus tard cette nuit-là, lorsqu'elle retourna dans sa chambre, il y avait quelque chose sur son oreiller, une petite enveloppe blanche, son nom écrit d'une main élégante et retenue. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une note, ces mots. « La gentillesse ne devrait jamais vous surprendre. Vous méritez bien plus que cela. » Sophie pressa la carte contre sa poitrine, les yeux fermés, et pour la première fois depuis le mariage, elle sourit, pas pour quelqu'un d'autre, pas par politesse, mais parce que quelque chose en elle avait changé. Pas complètement, mais assez pour lui faire se demander si l'espoir, autrefois enfoui, pouvait refleurir dans les endroits les plus improbables, et ce qui pourrait arriver si elle le laissait grandir. L'air était lourd de la promesse de la pluie. À l'extérieur des hautes fenêtres du domaine Langley, des nuages gris tourbillonnaient bas, enveloppant le ciel d'un voile mélancolique. Sophie était pelotonnée dans la bibliothèque, les jambes repliées sous elle, une couverture usée drapée sur ses épaules. Une tempête approchait, mais pas seulement dans le ciel, en elle aussi. Elle fixait la même page depuis plus de 20 minutes, les mots se brouillant en formes insignifiantes. Son esprit vagabondait vers des voix depuis longtemps éteintes, des rires perdus sur des routes secondaires, des visages qu'elle ne reverrait jamais, le parfum de sa mère, le bras de son père autour de son épaule, les pancakes du dimanche, la chaleur disparue, emportée en un souffle, un crash, une flamme. Elle n'entendit pas Victor approcher, mais d'une certaine manière, sa présence ne la surprit pas. Elle leva lentement les yeux alors qu'il se tenait près de la porte, tenant 2 tasses de thé, comme il le faisait maintenant, comme un rituel silencieux. Ses yeux, ce gris orageux familier, étudièrent son visage. « Vous êtes loin d'ici » dit-il doucement. Sophie cligna des yeux, se ramenant dans la pièce. Oui et non. Il traversa la pièce et lui tendit la tasse. Elle la prit sans réfléchir. La chaleur apaisa ses doigts. Le silence entre eux était familier maintenant, même sécurisant. « J'ai perdu mes parents dans un accident de voiture, » dit-elle, la voix douce mais ferme. « Il y a 7 mois. » Victor ne parla pas. Il n'interrompit pas. Il s'assit à côté d'elle et attendit,
laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle choisisse de le combler. Il pleuvait, continua-t-elle. J'étais censé partir avec eux ce soir-là, mais j'avais un devoir à rendre. J'ai supplié de rester à la maison. J'étais tellement inquiète pour ma note. Sa voix se brisa, mais elle ne s'arrêta pas. Ils ne sont jamais revenus. Et je n'arrêtais pas de penser, si j'étais parti avec eux, peut-être que ça aurait été différent. Ou peut-être que nous tous. Elle ne finit pas sa pensée. La main de Victor resta sur ses genoux, immobile. Mais son regard avait changé, assombri, aiguisé, pas avec jugement, avec compréhension. Je repassais ce moment encore et encore, murmura-t-elle. La dernière chose que j'ai dite à ma mère était, n'oublie pas les snacks. C'est tout. C'est le dernier souvenir. Un long silence suivit. Puis Victor parla, et sa voix était plus basse qu'elle ne l'avait jamais entendue. J'avais 8 ans quand mon père m'a dit que j'étais une déception. Sophie se tourna vers lui, surprise. Il m'a tendu un rapport boursier, continua Victor, les yeux fixés sur le feu, m'a dit que je devais comprendre ce que signifiait l'héritage, que les sentiments étaient une distraction, que l'empathie était une faiblesse. Il tenait un compte, pas de l'amour, pas du temps passé avec moi, mais des victoires, des accomplissements. Sophie l'observa pendant qu'il parlait, sa posture toujours droite, toujours composée, mais sa voix portait quelque chose de fissuré sous la surface, quelque chose d'ancien. J'ai passé ma vie à essayer d'être ce qu'il voulait. J'ai bâti un empire, acheté tout ce qu'il disait que je ne pourrais jamais me permettre. Mais peu importe ce que j'accomplissais, ce n'était jamais assez, ni pour lui, ni pour moi. Sophie murmura, a-t-il jamais dit qu'il était fier? La mâchoire de Victor se serra. Non, silence. Deux passés brisés s'entremêlaient dans la même pièce, assis côte à côte comme des ombres projetées par la même lumière. Sophie posa sa tasse sur la table et se tourna légèrement vers lui. J'ai toujours pensé que mes parents seraient là pour toujours. J'étais douce parce qu'ils me laissaient l'être. Je me sentais en sécurité parce qu'ils me serraient comme si j'étais la chose la plus précieuse. Elle marqua une pause. Mais après leur mort, j'ai réalisé à quel point cette douceur comptait peu pour les autres. Clara ne voulait pas de chaleur dans sa maison. Elle voulait de l'obéissance. Elle a clairement dit que je n'étais pas de la famille. J'étais une dette en robe. Victor la regarda alors, vraiment. Je suis désolé, dit-il, et ces deux mots d'un homme comme lui pesaient plus lourd que des excuses entières d'autres personnes. La gorge de Sophie se serra. Elle ne voulait pas pleurer, pas maintenant, pas devant lui. Mais les larmes pressaient quand même. Je vous ai haï, admit-elle, la voix à peine audible. Avant de vous rencontrer, j'imaginais le pire. Je pensais que vous prendriez tout de moi, ma dignité, mes choix. Victor hocha la tête une fois. Vous aviez toutes les raisons de le croire. Mais vous ne l'avez pas fait, ajouta-t-elle, le regardant. Et c'était là, c'était le moment où quelque chose changea. Il se pencha légèrement en avant, les coudes sur les genoux, sa voix plus basse que jamais. Vous me donnez envie d'être différent, Sophie. Sa respiration s'arrêta. J'ai vécu une vie de transaction, continua-t-il. Des accords, des jeux de pouvoir. Je n'ai jamais eu de place pour la douceur. Mais quand je vous ai vu, je n'ai pas voulu vous posséder. Je voulais défaire ce qu'ils vous ont fait. Sophie le fixa, le cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine entendre ses propres pensées. Je ne voulais pas être sauvée, dit-elle doucement. Je sais, répondit-il. Je voulais juste arrêter l'hémorragie. Elle tendit la main vers la couverture à côté d'elle, l'enroulant plus fort autour de ses épaules, soudainement froide. Victor se leva, sentant son retrait, mais sans s'en offusquer. Vous n'avez pas à en parler à nouveau, dit-il doucement. Mais si vous le faites un jour, je serai là. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, la voix de Sophie s'éleva, basse mais certaine. Attendez. Il s'arrêta. Elle hésita, puis dit, merci de ne pas remplir le silence de conseils ou d'essayer de réparer ce qui ne peut pas l'être. Il se tourna juste assez pour qu'elle voie l'ombre d'un sourire. Parfois, le silence est la forme de présence la plus respectueuse. Et sur ce, il partit. Sophie resta seule à nouveau, mais ce n'était pas comme avant. La pièce conservait encore sa chaleur, son écoute, et le feu vacillait doucement, comme un battement de cœur. Elle ne savait pas ce qui viendrait ensuite, mais pour la première fois, le passé ne semblait pas être une cage. Il semblait être l'endroit où la guérison pourrait commencer. La pluie tombait par vagues cette nuit-là, un rythme calme et régulier contre les vitres du domaine Langlais. Le tonnerre grondait au loin, pas assez féroce pour effrayer, mais assez pour rapprocher les murs, approfondir le silence. Sophie se tenait à la fenêtre dans le couloir devant sa chambre, regardant le ciel s'ouvrir en éclairs argentés brefs. Ses doigts touchaient le verre froid, comme si elle essayait de sentir la tempête de l'autre côté. Quelque chose dans la pluie lui donnait toujours mal à la poitrine, une douleur sans nom, seulement un poids. Derrière elle, la maison s'était calmée. Le personnel était parti dans ses quartiers.
Les lumières s'étaient tamisées, mais elle ne pouvait pas dormir. L'air dans sa chambre semblait trop immobile, trop silencieux. Elle se tourna, la couverture enroulée autour de ses épaules comme une armure, et s'avança dans le couloir. Ses pieds nus glissaient silencieusement sur le plancher de bois alors qu'elle se dirigeait vers la bibliothèque. Les portes étaient fermées, mais une fine ligne de lumière filtrait par-dessous. Elle hésita, puis frappa doucement. Pas de réponse. Elle poussa lentement la porte. Victor était assis près du feu, une main tenant un verre de cristal avec quelque chose d'ambré, l'autre reposant sur l'accoudoir du fauteuil en cuir. Ses yeux étaient fermés. La lumière du feu vacillait sur son visage, adoucissant les lignes dures, peignant des ombres sous ses pommettes. Pendant un instant, il semblait fatigué, humain, vulnérable. Elle envisagea de partir, mais alors ses yeux s'ouvrirent. « Vous ne dormez pas » demanda-t-il, la voix rauque de l'immobilité. Sophie hocha la tête, entrant. « La tempête » demanda-t-il encore. Elle hocha la tête à nouveau. Il fit un geste vers le deuxième fauteuil près du feu, son fauteuil maintenant, d'une certaine manière tacite. Elle s'assit, resserrant la couverture autour de son corps. Il ne parla pas. Elle non plus. Le silence était plein, pas vide. Le feu crépitait. La pluie murmurait contre les fenêtres, et dans les espaces entre les sons, quelque chose de fragile commençait à respirer. Sophie tourna son regard vers lui. « Avez-vous déjà l'impression que la pluie se souvient ?» Victor la regarda, un sourcil levé. Elle offrit un petit sourire. « C'est idiot, mais j'ai toujours l'impression que les tempêtes portent des échos de choses non dites. » Il ne rit pas. Il ne rejeta pas sa pensée. Au lieu de cela, il répondit « Je pensais ça aussi ». Elle baissa les yeux, ses doigts effleurant le bord de la tasse qu'elle avait apportée avec elle. Une vapeur s'élevait, portant l'odeur de la camomille et du miel. « J'écoutais ça avec ma mère », dit-elle doucement. Nous nous asseyions près de la fenêtre et comptions les secondes entre l'éclair et le tonnerre. Elle disait que c'était le ciel qui réfléchissait avant de parler. Les lèvres de Victor esquissèrent le plus léger des sourires. « C'est magnifique. » Sophie s'adossa dans le fauteuil. Son corps se détendit peu à peu, chaque respiration relâchant quelque chose de noué en elle. Son regard se tourna à nouveau vers lui. « Vous n'êtes pas ce que j'attendais », dit-elle calmement. Il se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. « Je pensais que vous me traiteriez comme une partie de l'accord, une acquisition, quelque chose à posséder. » Victor soutint son regard. « Ce n'était jamais mon intention. »« Je sais, » dit-elle. « Maintenant, je sais. » Un instant de silence, puis un autre. Et puis, sans réfléchir, sans planifier, Sophie se leva. Elle traversa le petit espace entre eux, ses mains tremblant légèrement sous la couverture, et s'arrêta à côté de son fauteuil. Ses yeux parcoururent son visage. Les fines lignes près de ses yeux, la tension dans sa mâchoire, la façon dont il l'étudiait comme un homme essayant de ne pas bouger trop vite. « Puis-je » demanda-t-elle, à peine audible. Il hocha la tête une fois. Elle s'abaissa à côté de lui, pas dans le fauteuil, mais doucement sur le bord du sien. Leurs épaules se touchèrent. Le contact envoya une étincelle dans sa poitrine, mais pas de peur, de la chaleur, réelle, présente, stable. Victor ne bougea pas. Il ne tendit pas la main vers elle. Il la laissa simplement s'appuyer contre lui, lentement et prudemment, jusqu'à ce que sa tête repose sur son épaule. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps à travers son pull, la montée et la descente de sa respiration, l'odeur légère de cèdre et quelque chose de terreux, quelque chose qui sentait le calme. « Je ne sais pas pourquoi je suis venue, » murmura-t-elle. « Si, vous le savez, » répondit-il doucement. Elle ferma les yeux. Il ne posa pas de questions, ne bougea pas, ne se crispa pas. Il laissa le silence parler pour eux deux. Ses doigts serraient le bord de la couverture. Elle ne savait pas combien de temps ils restèrent ainsi, des minutes, peut-être plus. La tempête dehors s'intensifia, les éclairs zébrant le ciel en flash qui illuminaient la pièce comme des souvenirs. Et pourtant, dans ce petit coin du manoir, tout était immobile. Tout était sûr. Elle pouvait sentir le moment où sa respiration ralentit, la façon dont son corps se détendait sous le sien. Il la laissait entrer, pas seulement dans son espace, mais dans les parties de lui-même qu'il ne montrait pas au monde. Et elle se laissa rester. Pour une fois, elle ne se sentait pas comme une prisonnière en soi. Elle ne se sentait pas comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Elle se sentait comme une fille assise à côté d'un homme qu'elle ne craignait plus, un homme qui faisait place à sa douleur, un homme qui écoutait plus qu'il ne parlait, un homme qui, pour des raisons qu'elle ne comprenait pas encore, ne franchissait jamais la ligne qu'elle ne pouvait pas nommer, mais se tenait toujours prêt, attendant qu'elle décide quand. La tête de Sophie glissa légèrement plus bas sur son épaule. Elle sentit son bras bouger juste assez pour la stabiliser. Elle ne se retira pas. Elle ne voulait pas. Pas ce soir. Le feu crépitait doucement. Dehors, le tonnerre grondait à nouveau, pas fort, mais distant maintenant.
La tempête s'était adoucie, et dans le calme qui suivit, quelque chose d'autre prit racine, pas de l'amour, pas encore, mais quelque chose de proche, quelque chose qui la faisait se demander à quoi ressemblerait le matin après cette nuit de stillness, quelque chose qui la poussait à se demander en silence. Était-ce le début de la confiance, ou le bord de quelque chose de plus profond? La maison dormait. Chaque couloir, chaque lustre, chaque planche de bois poli était silencieux, enveloppé dans le calme de minuit. Mais dans la chambre de Sophie, l'obscurité était vivante, pas avec des ombres ou du bruit, mais avec des souvenirs. Cela commença doucement. Un scintillement derrière ses yeux, un murmure de pluie sur l'asphalte, la torsion métallique d'un volant, des cris engloutis par le vent, puis l'impact, le verre se brisant, les pneus tournant, la main de sa mère cherchant, et puis rien. Le corps de Sophie sursauta. Elle allaita, se redressant dans son lit, la poitrine montant et descendant en sanglots irréguliers. Les draps étaient enroulés autour de ses jambes, trempés de sueur. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait ses propres bras, essayant de s'ancrer, de respirer. Le cauchemar était revenu, plus vif que jamais. Elle pressa une main sur sa bouche pour étouffer les sons qui s'échappaient, brisés, enfantins, crus, mais il était trop tard. La porte s'ouvrit brusquement. Sophie. La voix de Victor trancha la panique comme un fil à travers le verre. Il traversait déjà la pièce, pieds nus, chemise déboutonnée, les yeux la scrutant comme un homme se préparant à quelque chose de pire. « Je suis désolé, murmura-t-elle entre les sanglots. Je ne voulais pas vous réveiller. » Il ne répondit pas avec des mots. Il tomba à genoux à côté du lit, les mains hésitant un instant, incertaines, respectueuses, jusqu'à ce qu'elle hoche la tête une fois. Puis il l'enlaça, pas fort, pas de manière possessive, mais assez fermement pour tenir les morceaux ensemble. Sophie s'effondra. Elle s'écroula contre sa poitrine, enfouissant son visage dans le creux de son épaule, ses larmes trempant le tissu de sa chemise. Il ne dit rien, la serra simplement, la laissa pleurer. Sa main glissa doucement le long de son dos, lentement, régulièrement, comme s'il traçait des mots de réconfort invisibles qu'il ne savait pas prononcer à voix haute. « Vous êtes en sécurité, murmura-t-il. Vous êtes en sécurité. » Sophie s'accrocha à lui comme si le monde était sous l'eau. « Je les ai vus, » étouffa-t-elle. « La façon dont ils me regardaient. J'aurais dû être avec eux. J'aurais dû. » Non. Sa voix était basse, ferme, mais jamais tranchante. « Ne portez pas ce fardeau. Ils sont morts en pensant que je ne les aimais pas assez. » Sophie. Il se recula juste assez pour rencontrer ses yeux. Son pouce essuya une larme de sa joue. « Il savait, dit-il. Il savait. Un amour comme celui-là ne disparaît pas en un instant, et il ne meurt pas avec le corps. » Sa respiration trembla. « Je suis tellement fatiguée de me sentir seule, » murmura-t-elle. « Vous n'êtes pas seule, dit-il, et la certitude dans sa voix la surprit. Il n'essayait pas de la sauver. Il était là avec elle. Cela faisait toute la différence. Elle le regarda, vraiment. Son visage était proche, pas trop, juste assez. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, sa mâchoire mal rasée, et dans ses yeux, il n'y avait ni distance, ni mur, juste un homme pleinement présent avec une femme qui n'avait pas connu la sécurité depuis des mois. Il tendit la main vers la couverture et la glissa doucement autour de ses épaules, sans jamais rompre le contact visuel. Elle n'avait pas ressenti cette étreinte depuis les funérailles, depuis que tout était devenu sombre. « Je ne pensais pas que vous viendriez, » admit-elle. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. « Je vous ai dit que je serais là. » Une larme roula sur sa joue. Victor la recueillit avec son pouce, mais cette fois, ses doigts s'attardèrent. Sa paume enveloppa le côté de son visage. Chaude, immobile. Elle ne se retira pas. Sa main se leva lentement, incertaine, et se posa légèrement sur la sienne. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Moi aussi, » dit-il. « Mais j'ai plus peur de vous voir traverser ça seule. » Le silence qui suivit n'était pas vide, il était tout. Ils restèrent ainsi, proches, silencieux, respirant ensemble dans la pénombre de sa chambre. La tempête de tout à l'heure était passée, mais son écho persistait dans sa poitrine. Elle ne lui demanda pas de rester, mais il resta. Il s'installa au bord de son lit, le dos contre la tête de lit, et elle s'appuya contre lui, sa tête reposant sur son épaule, leur corps courbés comme deux pièces de puzzle trouvant enfin leur place. Et dans cette position, entourée de chaleur, par la légère odeur de cèdre et de sommeil, Sophie ferma enfin les yeux à nouveau, pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que quelqu'un était là pour la porter avec elle. Les minutes passèrent, être des heures, elle ne savait pas. Elle savait seulement que lorsque sa respiration s'équilibra et que son corps commença à se détendre dans le repos, la main de Victor était toujours dans la sienne, sans pression, sans exigence, seulement une présence. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle ne s'endormit pas d'épuisement, mais de paix. Pourtant, alors que le sommeil l'enveloppait, une question persistait, douce,
silencieuse, mais pulsant sous son battement de cœur. Pourquoi cet homme, qui ne me doit rien, se soucie-t-il si profondément? Le matin après le cauchemar arriva comme une excuse silencieuse, une lumière douce glissant à travers les rideaux pâles, l'air immobile, le monde retenant son souffle. Sophie remua lentement, le poids d'un bras stable autour de sa taille l'ancrant au moment. Pendant une seconde, elle oublia où elle était, puis elle se souvint. Victor, sa chaleur, sa présence, la façon dont il l'avait soutenue à travers la tempête de souvenirs sans rien demander en retour. Il était toujours là, pas endormi, mais immobile, éveillé à côté d'elle, silencieux, sa respiration profonde et régulière. Elle ne bougea pas, craignant que le charme ne se rompe. Sa tête reposait juste sous son épaule, et elle pouvait sentir le battement de son cœur, fort, stable, réel. Il était si proche, et pourtant pas imposant. Elle n'avait jamais connu un homme comme celui-ci, un homme qui attendait, qui écoutait, qui n'essayait pas de réparer ce qui était brisé en elle, mais choisissait de rester près. Lentement, elle leva la tête. Victor baissa les yeux vers elle, son regard doux, indéchiffrable. « Bonjour », dit-il, la voix basse et rauque après des heures de silence. Sophie parvint à un petit hochement de tête. « Vous êtes resté ?»« Bien sûr. » Elle s'assit doucement, enroulant la couverture autour d'elle. Il ne tendit pas la main vers elle. Il ne bougea même pas. Il la regarda simplement avec un regard si stable, si silencieux, qu'il faisait presque mal. « Je devrais m'habiller », murmura-t-elle. Il hocha la tête, se levant sans un mot. À la porte, il s'arrêta. « Je suis là, Sophie. Ça ne change pas. » Et puis il était parti. La journée passa lentement. Sophie erra dans les jardins en silence, ses pas réfléchis, ses mains effleurant les bords des roses en fleurs. Son esprit rejouait la nuit encore et encore, la sensation de ses bras, la douceur de sa voix, la fermeté de son toucher. Son cœur était un chaos de confusion. Était-elle en train de tomber amoureuse de lui? Était-ce cela? Non. Oui. Peut-être. Le soir venu, elle était agitée. Elle parcourut 3 fois le couloir devant son bureau avant de s'arrêter à la porte. Sa main plana au-dessus du bois. Elle frappa une fois. « Entrez », répondit sa voix, calme. Sophie entra. Victor se tenait près de la cheminée, les manches retroussées, un verre intact sur la table à côté de lui. Il semblait ne pas avoir bougé depuis des heures, et pourtant quelque chose dans ses yeux lui disait qu'il attendait. Elle ne s'assit pas. Il ne demanda pas. « Je ne sais pas ce que c'est », commença-t-elle, « entre nous. Je ne sais pas quoi en faire. » Il ne parla pas, il écouta seulement. « Mais je sais ce que je ressens quand je suis près de vous », continua-t-elle, et c'est confus et terrifiant. Victor s'approcha lentement d'elle. « Sophie, » dit-il, sa voix à peine audible, « vous ne me devez rien, ni gratitude, ni affection, ni confiance. Si vous avez besoin d'espace, je vous le donnerai. Si vous avez besoin de temps, j'attendrai. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Ce n'est pas ce dont j'ai besoin, » dit-elle. « Je ne veux pas de distance. Je ne sais juste pas comment faire ça. » Il s'arrêta devant elle, à seulement quelques centimètres maintenant. « Vous le faites déjà, » dit-il. « Vous m'avez laissé entrer. » Sa lèvre inférieure trembla. « Pourquoi êtes-vous si doux avec moi? »« Parce que je vous aime. » Les mots tombèrent entre eux comme un coup de tonnerre, pas fort, mais impossible à ignorer. Sophie cligna des yeux. « Quoi ?» Victor s'approcha plus près. « Je vous aime. J'ai essayé de ne pas le faire. Je ne m'y attendais pas. Mais la façon dont vous portez votre douleur, la façon dont vous tenez à votre dignité, même quand le monde vous arrache tout le reste, la façon dont vous ne demandez jamais à être sauvé, même quand vous vous noyez. » Il prit sa main. « Je vous aime, Sophie. Pas parce que je suis censé le faire, pas parce que vous êtes ma femme par contrat, mais parce que vous êtes l'âme la plus forte et la plus douce que j'ai jamais rencontrée. » Les larmes coulèrent sur ses joues. « Vous ne devriez pas dire ça, » murmura-t-elle. « Vous ne savez pas ce que je cache encore. »« Je m'en fiche, » dit-il. « Quoi que vous portiez, je veux aider à le porter. » La poitrine de Sophie se serra. Toute sa vie, l'amour avait été conditionnel, mesuré, gagné. Mais ceci était autre chose. Elle tendit lentement la main et la posa contre sa joue. « Je ne sais pas si je vous aime comme vous m'aimez, » admit-elle. Son expression ne changea pas. « Je sais seulement que je me sens plus en sécurité avec vous que je ne l'ai jamais été de toute ma vie, et que lorsque vous êtes prêt, j'oublie que j'ai jamais eu peur. » Il ferma les yeux un instant, laissant ces mots l'envahir. Puis il les rouvrit. C'est plus que suffisant. Ils restèrent ainsi, à quelques centimètres l'un de l'autre, le souffle partagé, les cœurs exposés. Sophie se pencha lentement, son front reposant contre le sien. Et c'était là, pas un baiser, pas un toucher, mais quelque chose de plus profond, un moment suspendu entre la douleur passée et les possibilités futures. « Je ne veux pas que ça s'arrête, » murmura-t-elle. Victor répondit,
non avec des mots, mais en l'enlaçant dans l'étreinte la plus douce et la plus certaine qu'elle ait jamais connue, pas précipitée, pas affamée, juste présente. Et dans cette immobilité, elle sut que ce n'était plus une question de survie. C'était le début de quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait bien durer. Mais même en se fondant dans sa chaleur, une question persistait au bord de son cœur, silencieuse, insistante, et toujours sans réponse. Était-elle prête à se laisser vraiment aimer, ou avait-elle encore trop peur de lâcher prise complètement? Le manoir ne semblait plus fait de pierre et de silence. Quelque chose avait changé, pas dans les murs, mais dans les espaces entre eux. Cela commença par le son. Une douce mélodie de piano flottant dans les couloirs en fin d'après-midi, jouée non par un maître, mais par des doigts hésitants retrouvant du courage. Les mains de Sophie tremblaient la première fois qu'elle toucha les touches dans la salle de musique, mais Victor s'était simplement appuyé contre le chambranle de la porte et avait écouté, sans jamais interrompre, sans jamais juger. Puis vint l'odeur. De la cannelle chaude s'échappant de la cuisine, de la lavande persistant dans les chambres, des roses fraîches disposées dans des vases restés longtemps vides. Sophie était entrée dans la cuisine un matin, pieds nus et timide, et avait demandé au chef si elle pouvait cuisiner. La femme avait cligné des yeux, surprise, puis avait souri. Maintenant, le personnel chuchotait à son sujet lorsqu'elle passait, pas avec dédain, mais avec émerveillement. Elle les saluait par leur nom. Elle souriait avec ses yeux. Elle posait des questions, se souvenait des anniversaires, s'arrêtait pour complimenter un bouquet ou un sol propre. Sa présence, autrefois fantomatique, était devenue un rayon de soleil à travers de lourds rideaux. La maison le remarqua. Victor aussi. Un soir, alors qu'il rentrait de la ville, mallette à la main, il s'arrêta dans le hall. L'odeur de scone au citron emplissait l'air, et un rire résonnait doucement depuis le salon, la voix de Sophie, légère et vivante, taquinant le jardinier à propos des roses qui refusaient de fleurir. Victor resta immobile un instant, écoutant simplement. Puis il ferma les yeux. Il avait acheté cette maison des décennies plus tôt, l'avait meublée, entretenue, protégée, mais il n'avait jamais pensé à elle comme à un foyer, jusqu'à maintenant. Les empreintes de Sophie étaient partout, pas littérales, mais ressenties. La couverture sur le fauteuil près du feu, pliée juste comme elle l'aimait. La tasse dans la cuisine avec le bord ébréché qu'elle refusait de remplacer parce qu'elle avait du caractère. La pile de livres près du siège de la fenêtre, principalement de la poésie, et un carnet de croquis à moitié fini rempli de fleurs du jardin qu'elle essayait de dessiner. Victor ne disait pas grand-chose à ce sujet, mais il remarquait chaque détail, et plus d'une fois, il se surprit à sourire seul dans une pièce qu'elle venait de quitter. Un matin, il la trouva dans la bibliothèque, assise sur le sol près de la cheminée, lisant à la fille d'une domestique, une fillette d'à peine 10 ans, les yeux écarquillés de curiosité, serrant un lapin en peluche. La voix de Sophie était douce, animée, enveloppant l'enfant dans une histoire et de l'émerveillement. Victor resta dans l'embrasure, inaperçu. Il n'interrompit pas. Il observa simplement, et quelque chose dans sa poitrine, quelque chose de longtemps endormi, remua. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils étaient assis ensemble près du feu, Sophie s'appuya contre lui, pieds nus, les jambes repliées sous elle. Elle portait un pull gris doux qui lui appartenait maintenant, ou peut, être à eux deux. Ses cheveux étaient défaits, cascadant sur son épaule. Il tendit la main et glissa doucement une mèche derrière son oreille. « Vous avez tout changé, dit-il calmement. Elle sourit sans lever les yeux. « Non, j'ai juste ajouté un peu de vie à ce qui était déjà magnifique. » Il secoua la tête. « Non, Sophie. J'avais des murs et des meubles. Vous lui avez donné une âme. » Son regard s'adoucit. Et puis elle dit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. « Cet endroit me semblait être un palais où je n'avais pas le droit de vivre. » Il se tendit légèrement, mais elle prit sa main. « Maintenant, on dirait un nid, un endroit chaleureux et sûr où j'ai envie de me réveiller. » Victor porta ses doigts à ses lèvres, les embrassa doucement. Elle ne se retira pas. Il tint sa main contre sa poitrine un long moment. Le feu crépitait. Le vent soufflait dehors. À l'intérieur, tout était immobile, paisible. Dans les jours qui suivirent, des routines se formèrent sans être dites à voix haute. Sophie laissait de petites notes sur son bureau, un croquis de fleurs, une citation d'un livre, une ligne d'une chanson. Il répondait avec des marque-pages dans ses romans, des bouts de papier avec des réservations pour le dîner, ou son chocolat préféré reposant sur son oreiller. Ils se croisaient dans les couloirs avec des regards qui en disaient plus que les mots. Ils dînaient non comme des étrangers remplissant un devoir, mais comme des compagnons partageant quelque chose de sacré. Le personnel commença à sourire davantage. La maison semblait plus chaude. Et une nuit après le dîner, Sophie le surprit. Elle se tint au milieu de la salle de bal, pieds nus, portant une robe bleu marine qui dansait juste en dessous de ses genoux, et tendit la main. « Dansez avec moi. » Victor hésita. « Je n'ai pas dansé depuis des années, dit-il. »« Moi non plus, sourit-elle. Nous serons maladroits ensemble. » Il prit sa main,
et sous la lueur d'un lustre oublié, ils bougèrent, pas parfaitement, pas en douceur, mais pleinement présents. Sa main sur sa taille, sa joue contre sa poitrine. La musique venait de nulle part, ou peut, être juste du rythme entre eux. Quand la chanson se termina, ils ne bougèrent pas. Sophie leva les yeux vers lui, sa voix à peine audible. « Parfois, j'oublie d'où je viens quand je suis avec vous. » Victor baissa son front contre le sien. « Et parfois, j'oublie qui j'étais, cette nuit-là, alors qu'il parcourait les couloirs en silence. » Sophie s'arrêta près d'une des hautes fenêtres et regarda le jardin. La lumière de la lune peignait des chemins argentés à travers le lierre et les roses. « Je n'imaginais jamais ça, » murmura-t-elle. « Ça, nous ?» Victor ne répondit pas tout de suite. Il glissa ses doigts entre les siens, les serra fort, et alors qu'il se tenait là, regardant la lune tracer des ombres à travers les arbres, une pensée remua entre eux, non dite, mais profondément ressentie. Si un manoir pouvait devenir un foyer, cet amour pourrait-il devenir éternel? La maison était silencieuse, mais elle ne dormait pas, pas ce soir. Une lumière douce se répandait des appliques du couloir, et dehors, le ciel retenait son souffle sous une lune pâle. À l'intérieur de la chambre principale, le temps se pliait, les secondes s'étiraient, les minutes s'évanouissaient. Douleur, souffle, mains tremblantes, tout convergeait dans un moment sacré. Sophie agrippait le bord des draps, son visage humide de sueur, son corps tremblant sous le rythme de quelque chose de primal, d'inarrêtable. Les contractions avaient commencé à l'aube. Maintenant, il était minuit passé. 12 heures de douleur haletante, de s'accrocher au son de la voix de Victor, de lâcher chaque peur qu'elle avait eue, chaque mur, chaque cicatrice, chaque souvenir de ne pas être voulu. Tout cela s'était fondu au moment où elle sentit le premier frémissement de vie dans son ventre. Et maintenant que cette vie était sur le point d'arriver, Victor était assis à côté d'elle, sa main serrant la sienne, les jointures blanches. Il ne l'avait pas quittée une seule fois, ni quand la sage-femme lui avait dit de faire une pause, ni quand l'infirmière lui avait demandé de se reposer. Il avait simplement regardé Sophie et était resté. « Tu fais ça si bien » murmura-t-il, repoussant ses cheveux humides de son front. « Je ne peux pas » allaita-t-elle, serrant sa main. « Je ne peux plus. »« Si, tu peux, » dit-il, sa voix stable, les yeux brillants. « Tu le fais déjà. »« Encore un peu, Sophie. »« Je suis là. » Les larmes coulèrent sur ses joues, pas à cause de la douleur, mais à cause de la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose qui ait jamais compté. La voix de la sage-femme était stable. Encore une poussée. Il est presque là. Sophie cria, le corps arqué, puisant sa force dans un endroit qu'elle ne savait pas exister. Et puis un son, pas le sien, un cri, aigu, urgent, incroyablement petit. Sophie s'effondra dans les oreillers, les sanglots secouant son corps. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était de la délivrance, de l'émerveillement, de quelque chose de si sacré qu'elle ne pouvait pas le nommer. Victor ne bougea pas d'abord. Il était figé. La sage-femme souleva la petite forme gigotante et se tourna vers lui. « Un garçon, » dit-elle. Il s'avança, les mains tremblantes. Quand elle plaça l'enfant dans ses bras, quelque chose en lui se brisa, un barrage dans sa poitrine qui avait retenu trop de choses pendant trop longtemps. Il baissa les yeux sur le bébé, peau rose, poings serrés, yeux fermés, et son souffle se bloqua. « Il a ta bouche » dit-il doucement, presque à lui-même. Sophie sourit faiblement, les yeux vitreux. « Et ton front obstiné ?» Victor s'approcha d'elle, tenant toujours l'enfant. Il s'abaissa à côté d'elle et plaça le nouveau-né contre sa poitrine. Sophie sanglota. Elle toucha la joue du bébé, traça la ligne de sa mâchoire du bout du doigt. « Il est réel » murmura-t-elle. « Il est parfait » dit Victor. Elle leva les yeux vers lui. Il pleurait, des larmes silencieuses glissant sur le visage d'un homme qui pensait autrefois être incapable de douceur. « Je ne savais pas que je pouvais ressentir ça » dit-il. « Je ne savais pas que l'amour pouvait être aussi complet. » Sophie tendit la main vers la sienne. Il la prit instantanément. Ils restèrent ainsi longtemps, tous les trois enveloppés de chaleur, de souffle, dans le genre de silence qui n'est pas vide, mais sacré. Plus tard, quand la sage-femme eut nettoyé, quand la pièce s'était à nouveau assombrie, et que le bébé dormait dans un berceau près de la fenêtre, Sophie observa Victor. Il se tenait à côté du berceau, immobile. Elle parla doucement depuis le lit. « Tu as changé. » Il se tourna lentement. « Je ne savais pas qui j'étais jusqu'à ce soir. » Sophie sourit. « Tu es père. » Il s'approcha d'elle, s'assit sur le bord du lit. « Et toi, » dit-il, caressant doucement ses cheveux, « tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. » Elle s'appuya contre son toucher. « J'avais peur, » confessa-t-elle, « de tout ça. Mais ensuite, je t'ai vu le tenir, et j'ai tout oublié d'autre. » Il embrassa son front, lentement, révérencieusement. « Personne ne m'a jamais donné une famille, » dit-il. « Tu m'en as donné une sans rien demander. » Ses yeux brillèrent.
Tu nous as déjà tout donné, murmura-t-elle. Protection, paix, amour. Ils restèrent assis en silence à nouveau, écoutant la respiration régulière de l'enfant dormant à quelques mètres. Et dans cette pièce, autrefois froide, autrefois caverneuse, il n'y avait maintenant que de la chaleur, le genre de chaleur qui transformait la pierre en sanctuaire. Et pourtant, même alors que la nuit les enveloppait, une pensée pulsait sous la joie silencieuse de Sophie, maintenant qu'ils avaient tout à perdre, l'amour serait-il suffisant pour le protéger? Le ciel à l'extérieur du domaine Langley était peint de teintes douces de lavande et d'or, le soleil couchant lentement derrière les collines, comme rétif à partir. L'air du soir était calme, le genre de silence qui suit seulement les moments trop sacrés pour être touchés. À l'intérieur, Sophie se tenait près de la fenêtre, les bras enroulés autour de sa taille, le regard fixé sur le jardin en contrebas. De cette hauteur, les roses semblaient des rubis éparpillés dans le crépuscule, leurs pétales frémissant légèrement dans la brise. Derrière elle, le doux bruissement des pas. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que c'était lui. Victor s'approcha avec une présence felt cold or guarded. Il vint se tenir derrière elle, ses bras entourant doucement sa taille par derrière, posant son menton sur son épaule. Leur fils dormait à quelques mètres dans le berceau près de la cheminée, emmailloté dans un bleu pâle et respirant dans ce rythme paisible connu seulement des nouveau-nés et des anges. Sophie s'appuya contre la poitrine de Victor. « J'avais l'habitude de regarder le monde à travers une vitre, murmura-t-elle. Toujours à l'extérieur, même entourée de gens, je ne me sentais jamais faire partie de quoi que ce soit. » Les bras de Victor se resserrèrent autour d'elle. « Et maintenant » demanda-t-il doucement. « Maintenant, dit-elle lentement, j'ai l'impression d'avoir pénétré dans la vie que j'imaginais seulement avant. » Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il embrassa son épaule, un lent, persistant contact des lèvres qui n'était pas du désir, mais de la révérence. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à courir après le mauvais type d'héritage, murmura-t-il. Des bâtiments, des empires, du contrôle, mais rien de tout cela n'avait de sens. » Sophie se tourna dans ses bras pour lui faire face. Ses doigts effleurèrent le côté de son visage, cet angle familier de sa mâchoire, l'argent dans ses cheveux qui captaient la lumière comme de la poussière d'étoiles. « Et maintenant » demanda-t-elle, faisant écho à lui. Sa voix baissa jusqu'à un murmure. « Maintenant, je ne me soucie que des deux cœurs qui battent dans cette maison avec le mien. » Un silence s'étira entre eux, plein, doré, vivant. Puis Victor fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose de petit, un morceau de papier plié, usé au bord. Il le lui tendit. Sophie l'ouvrit lentement. C'était une note, son écriture, griffonnée il y a des mois, qu'elle avait glissée entre les pages de son livre quand elle apprenait encore à exister dans son monde. « Merci de ne pas m'avoir brisé. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux vitreux. « Tu as gardé ça ? Je le porte sur moi tous les jours, dit-il. Ça me rappelle qui je ne veux plus jamais être. » La voix de Sophie trembla. « Tu ne m'as jamais brisé, Victor. Tu m'as reconstruite, pièce par pièce, mot par mot. » Il prit son visage dans ses mains, les pouces effleurant les coins de sa bouche, et dit les mots qui vivaient en lui depuis trop longtemps. « Je passerai le reste de ma vie à protéger tout ce que nous avons construit, toi, notre fils, ce foyer. Tu m'as donné plus que je n'ai jamais rêvé d'avoir. » Les larmes coulèrent sur ses joues. « Et toi, murmura-t-elle, tu m'as rendu à moi-même. » Il l'embrassa alors, pas avec urgence, mais avec une promesse. C'était un baiser qui disait « Je ne vais nulle part », qui disait « Tu es mon avenir », qui disait « Tout ce que je suis nous appartient maintenant. » Quand ils se séparèrent, Sophie posa son front contre le sien. « Je me demandais si un amour comme celui-ci était réel, dit-elle. Et maintenant je sais que c'est la seule chose qui ait jamais été. » Ils restèrent là longtemps, enlacés l'un dans l'autre, tandis que le feu vacillait derrière eux et que leur fils rêvait doucement dans le berceau à proximité. Les murs qui résonnaient autrefois de vide contenaient maintenant des rires. Les pièces qui semblaient autrefois froides respiraient maintenant la chaleur, et l'homme qui vivait autrefois dans le silence connaissait maintenant le son de l'amour exprimé dans chaque geste silencieux. Mais même en se tenant l'un l'autre, les pensées de Sophie vagabondèrent brièvement vers l'horizon, pas par peur, mais par émerveillement. Car si l'amour pouvait naître là où il n'y avait rien auparavant, qu'est-ce qui pourrait encore les attendre juste au-delà de l'aube? Il disait que j'étais brisé. Il disait que personne ne voudrait jamais d'une fille comme moi, jeune, orpheline, utilisée pour payer les dettes de quelqu'un d'autre, une fille sans choix, sans voix, sans endroit où appartenir. Et pendant un temps, je les ai crus. Je croyais avoir été vendu dans le silence. Que ma vie serait une série d'ombres. Élégante peut être, dorée et enveloppée de soie, mais des ombres tout de même. Je croyais que l'amour était réservé à ceux qui n'avaient jamais été brisés. Mais ensuite, il m'a regardé, pas avec désir, pas avec pitié, mais avec reconnaissance, comme s'il voyait, sous le poids de ce qu'il m'avait fait, sous la douleur que je portais comme une seconde peau, quelqu'un digne d'être choisi, pas parce que j'étais belle, pas parce que j'étais à lui,
mais parce que j'étais toujours là, toujours en train de respirer, toujours courageuse, toujours entière, même en morceaux. C'est là que tout a commencé à changer. Il n'a jamais essayé de me sauver. Il s'est juste tenu à mes côtés pendant que je trouvais la force de me sauver moi-même. Il m'a donné du silence quand le monde était trop bruyant, de l'espace quand j'avais besoin d'air, une présence quand je pensais être seul, et lentement, la fille qu'ils avaient essayé d'effacer est revenue. Je n'ai pas seulement survécu. Je me suis adouci. J'ai fait confiance. J'ai aimé. Et maintenant, quand je marche dans les couloirs de la maison où ils m'ont autrefois forcé à entrer, je ne me sens plus comme une prisonnière dans un palais. Je me sens libre, car j'ai appris quelque chose que personne ne m'avait dit avant. L'amour n'est pas toujours des feux d'artifice. Parfois, c'est le son d'une respiration régulière à côté de vous dans l'obscurité. Parfois, c'est du thé posé silencieusement à votre porte, une couverture sur vos épaules, une note dans la marge de votre livre préféré. Parfois, l'amour grandit lentement, pas dans une étincelle, mais dans la chaleur qui persiste longtemps après que tout le monde est parti. Et Cegere d'amour, il ne demande rien, il construit. Il n'écrit pas, il reste. À la fille là-dehors qui pense que sa douleur la disqualifie du bonheur, à la femme à qui on a dit qu'elle n'a de valeur que lorsqu'elle est utile, à quiconque a été rejeté, réduit au silence ou vendu, vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas indigne d'amour. Vous êtes toujours digne d'un commencement qui ne fait pas mal. Si vous êtes au milieu d'une nuit que vous pensez sans fin, laissez-moi vous dire. J'y étais aussi. Et maintenant j'ai un fils dont le battement de cœur me rappelle que la nouvelle vie ne vient pas seulement dans de petits corps. Elle vient dans les secondes chances, dans la guérison, dans le choix d'ouvrir à nouveau son cœur, même après que le monde vous a appris à le fermer. Alors, si vous écoutez ma voix, sachez ceci, vous avez le droit d'espérer à nouveau. Vous avez le droit d'aimer à nouveau. Et même si l'histoire qu'ils ont écrite pour vous a commencé dans la douleur, Dieu a toujours le dernier mot, car ce qui était censé me détruire est devenu le début de l'amour le plus pur que j'ai jamais connu. Et je crois, de tout mon cœur, que la même chose peut vous arriver. Toutes les histoires d'amour ne commencent pas par des fleurs. Parfois, elles commencent par une perte, par un contrat signé sans âme, par un oui prononcé par obligation et un cœur plein de peur. Sophie a été vendue, négociée, forcée. Mais au lieu de trouver une prison, elle a trouvé un foyer. Au lieu d'être touchée par devoir, elle a été respectée dans le silence. Et quand elle s'y attendait le moins, ce qui était une cage dorée s'est transformé en l'endroit où l'amour a fleuri. Cette histoire nous rappelle quelque chose que le monde essaie de nous faire oublier, le véritable amour ne demande rien, il attend. Il ne crie pas, il reste. Il n'impose pas. Il construit, jour après jour, geste après geste, silence après silence. Maintenant, je vous pose la question, combien de fois avez-vous traversé des endroits sombres en pensant que rien ne pouvait y pousser? Et c'est précisément là que Dieu a commencé un miracle.